Bienvenue dans notre dernière vidéo de notre tour d'Europe. Nous allons vous parler du Portugal. Nous y avons fait étape à Olao. À Faro, nous avons fait la magnifique randonnée des 7 vallées suspendues. Nous sommes encore passés à Sagres, Zamboeira do Mar, Porto Covo, Lisbonne, Óbidos, Nazaré, Aveiro et Porto. Puis nous avons repris la route de la maison, mais nous avons encore profité de visiter Léon, Bilbao et San Sebastián en Espagne et la dune du Pilat ainsi qu'Arcachon en France. Notre première nuit au Portugal se passe en Algarve, plus précisément à Olao. Cette petite ville de pêcheurs est très animée. Nous l'avons beaucoup aimée. Nous y avons pris un train pour aller à Faro. Faro est une petite ville assez touristique. Elle se trouve au bord de l'océan Atlantique. Faro est aussi la capitale de l'Algarve. À Faro, il y a une chapelle particulière. Ses murs sont entièrement recouverts de crânes. Ils ont été déterrés du cimetière en 1816. Ensuite, nous avons repris le train pour Olao. Nous avons visité son marché qui est formé de 2 grandes halles en briques rouges avec des tours au coin qui ont été réalisées par un élève de Gustave Eiffel, l'architecte qui a conçu la tour Eiffel à Paris. C'est vraiment chouette de pouvoir acheter des produits frais et de sentir l'ambiance conviviale qui y règne. Nous avons flâné dans les jolies ruelles et pris un café au bord de la mer. C'est une petite ville très colorée et vivante. Après cela, on a trouvé un endroit pour dormir, pour pouvoir faire une magnifique randonnée, nommée les 7 vallées suspendues, qui surplombent les falaises, au bord de l'océan Atlantique. Il fait plus de 11 km aller-retour. On y voit des grottes, des trous géants et des plages qui font rêver. Quand on pense au Portugal, on pense aussi au foot, car le pays a connu de nombreux bons joueurs comme Luís Figo, Cristiano Ronaldo et plein d'autres encore. Pendant que vous observez ces images, je vais vous dire quelques informations sur le Portugal. Il y a environ 10 millions d'habitants. La capitale est Lisbonne et on y parle le portugais. En Algarve, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Au Portugal, on trouve souvent sur leur maison des carreaux en faïence qui s'appellent les azulejos. Il y a une musique traditionnelle nommée le fado. Cela se rattache au mot latin fatum qui signifie destin. C'est une musique qui exprime la mélancolie et le chagrin. Au Portugal, on mange des très bonnes choses. Il y a les petiscos qui ressemblent au tapas et le bacalhau, la morue qui se cuisine de différentes manières. Le riz et la soupe sont souvent servis en accompagnement et les pâtisseries sont délicieuses. Je peux aussi vous raconter qu'au Portugal, on voit souvent des coqs en décoration. C'est parce qu'il y a une légende que je vais vous raconter. L'histoire du coq de Barcelos remonte au XIVe siècle. Selon la légende, un étranger, injustement accusé de vol à Barcelos, risquait la pendaison. Avant son exécution, il demanda à être conduit devant le juge qui dînait un coq rôti. Le prisonnier clama son innocence et déclara que le coq se lèverait de la table pour prouver sa bonne foi. À ce moment précis, le coq s'anima, chantant joyeusement, ce qui convainquit le juge d'innocenter l'étranger. Depuis ce jour, le coq de Barcelos est devenu un symbole puissant représentant des valeurs telles que la justice, la chance, la foi et le courage. Il incarne l'idée que la vérité triomphe toujours de l'injustice. Aujourd'hui, le coq de Barcelos est considéré comme un porte-bonheur et un souvenir populaire pour les touristes visitant la région. Nous avons repris la route direction Sagres. Là-bas, il y a une forteresse qui a accueilli l'école navale créée par Henri le Navigateur. Il y a fait construire des caravelles au XVe et XVIe siècle qui sont partis pour explorer le monde. À cet endroit, il y a des vents puissants et des grosses vagues qui attirent les surfeurs. Comme la forteresse était fermée, on a regardé les surfeurs se faire plaisir.
Nous sommes arrivés à Zambueira do Mar, un petit village de pêcheurs où nous avons fêté Nouvel An. On s'est promené dans le village où les restaurants s'affairaient à dresser les tables et à décorer les lieux. Nous, on a fait un apéro géant dans notre fourgon et on a fait un blind test en famille. Pour notre première journée de l'année, nous avons fait une petite marche. Sur le chemin, nous avons rencontré de nombreuses plantes particulières. On a eu l'impression de nous trouver dans un endroit très sauvage. En marchant, nous avons dû traverser un petit cours d'eau. Le suivant, nous avons remarqué qu'il se transformait en chute d'eau qui tombait directement sur une plage. Nous sommes descendus et nous étions tout seuls. On était au calme et on a joué des heures à côté de la chute d'eau. C'était vraiment une belle façon de démarrer l'année. Nous continuons notre route et nous nous sommes arrêtés à Porto Covo. C'est un charmant village de pêcheurs traditionnel situé sur la côte de l'Alentejo au Portugal, célèbre pour ses maisons blanches aux détails bleus. Au début du XVIIIe siècle, Porto Covo était un très petit village du littoral qui vivait de la pêche et du commerce. Cependant, son petit port était beaucoup tributaire des conditions climatiques et, lorsque le temps était mauvais, il était risqué d'y entrer ou d'en sortir. Le village a été endommagé par un tremblement de terre en 1755. Il a ensuite été rénové et maintenant est une destination touristique. Nous sommes ensuite allés à la belle capitale Lisbonne. C'est la ville la plus grande du Portugal. Lisbonne est l'une des plus anciennes villes du monde. Elle contient 575 000 habitants dans sa municipalité. Mais si l'on compte toutes les communes qui y sont attachées, cela atteint 3 millions d'habitants. Une partie de la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous, on a commencé par visiter l'aquarium où nous avons vu de nombreux poissons, des méduses, des dragons de mer feuillus, des coraux, des requins, des otaries, des raies et plein d'autres encore. Nous avons aussi visité le château Saint-Jean. C'est un des monuments les plus emblématiques de Lisbonne qui domine la ville. Nous y avons rencontré des paons qui faisaient la roue. C'était très impressionnant. Ils ont été importés d'Inde au XVe siècle. Ils étaient un symbole de puissance pour le roi. Ces paons sont habitués à la présence des humains. Ils nichent dans les zones arborées du château et aiment se percher sur les vieux murs. Leur présence rend la visite du château encore plus féerique. À Lisbonne, on a aussi vu beaucoup d'artistes de rue. On en a vu faire de la musique sur de vieux objets. On en a vu faire des dessins à base de café, encore de la musique. Et aussi de la peinture. Nous avons traversé une rue toute rose recouverte de parapluies. Nous sommes passés dans de vieux quartiers et devant de beaux monuments comme la cathédrale. Nous sommes aussi allés au marché. Nous y avons goûté aux spécialités, le bacalao. C'est un poisson qu'on appelle morue en français. Il peut être cuisiné de différentes manières. Nous l'avons dégusté avec des épinards et des pommes de terre. Au Portugal, nous trouvons beaucoup de magasins de sardines qui sont très colorés et bien décorés. On a trouvé ces magasins féeriques. Pour le sucré, il y avait une spécialité qu'on a adorée. C'est les pastéis de nata à base de pâte feuilletée. À l'intérieur, il y a une crème moelleuse à base de cannelle, de sucre et de lait avec du zeste de citron. C'était vraiment délicieux. Pour digérer, on s'est promené le long du Tage. Là-bas, il y a un monument qui s'appelle le Monument des Découvertes. Il a été réalisé en 1960 pour se souvenir d'Henri, le navigateur, et tous les savants et marins qui sont partis en expédition en mer. Tout près, il y a le musée MAT. C'est un musée d'art, d'architecture et de technologie qui a été fait en 1990.
Nous, on a adoré visiter la partie sur l'électricité, qui est construite sur l'ancienne centrale électrique de la ville. On y a appris beaucoup sur l'histoire de la production de l'énergie. C'était vraiment intéressant. Ensuite, on s'est rendu dans un quartier qui s'appelle Level 1. On y trouve des cafés, des magasins, du street art et une belle librairie. Après ces quelques jours dans cette grande ville, ça nous a fait du bien de nous promener dans la petite ville d'Abydos. C'est une petite ville qui date du 5e siècle après Jésus-Christ. Elle a été occupée par les Romains et les Maures qui y ont construit une muraille tout autour. Ensuite, nous sommes allés à Nazaré. Cette ville comporte environ 15 000 habitants. C'était le port de pêche le plus ancien du Portugal. Les pêcheurs faisaient remonter leurs bateaux sur la plage en les faisant tirer par des bœufs. Maintenant, on n'y trouve plus de bœufs, mais on peut y voir des poissons séchés sur la plage. Aujourd'hui, Nazaré est surtout connu pour ses vagues parmi les plus hautes du monde. Nous prenons le funiculaire pour aller sur un promontoire rocheux nommé le Sitio et voir les vagues. Nous sommes dans la bonne période pour les voir, mais elles n'étaient pas au rendez-vous ce jour-là. On a quand même appris pourquoi les vagues de Nazaré sont plus grosses qu'ailleurs. En fait, au fond de l'océan, il y a un ravin sous-marin de 5 km de profondeur. Il agit comme un entonnoir qui amplifie l'énergie des courants de l'Atlantique vers la côte. Juste devant le phare de Nazaré, ce trou profond s'arrête d'un coup. Le fond remonte ainsi brutalement, ce qui crée ces grosses vagues. On a pu visiter le fort où se trouve un phare et les planches des célèbres surfeurs, dont celle de l'Allemand Sébastien Stützner, qui détient le record du monde de la plus haute vague jamais surfée. Elle mesurait 26,21 mètres de haut. Il y a aussi les planches des surfeuses très douées comme la brésilienne Maya Gabeira ou la française Justine Dupont. Le lendemain, on s'est promené sur les plages et on a encore profité de regarder les surfeurs s'entraîner. Pendant ce voyage, on a vraiment pris goût aux promenades sur les plages et au bruit des vagues. On réalisait déjà à ce moment-là que cela allait de nous manquer. Alors, on en a profité au maximum. Nous sommes ensuite arrivés à Aveiro, où nous n'avons pas fait très long car il pleuvait. Nous nous sommes contentés de traverser la ville, qui a l'air plutôt sympa. On y a quand même vu les bateaux nommés moliceiros, qui sont des bateaux traditionnels qui servaient autrefois à la récolte d'algues. Ces bateaux ressemblent aux gondoles de Venise. Grand-maman, elle est venue visiter Porto avec nous. Pour commencer la visite, nous avons fait une croisière sur le Douro, un fleuve qui traverse la ville. Le fleuve commence en Espagne et se jette dans l'océan Atlantique entre Porto et Vila Nova de Gaia. Lors de cette croisière, on peut voir de nombreux ponts dont celui construit par Gustave Eiffel, le pont Maria Pia. Ils l'ont construit en 1877. Il servait à relier Porto à Lisbonne en train. Il est célèbre pour avoir été le plus long pont en arc du monde. Nous avons aussi goûté encore quelques fois au pastéis de nata. Nous avons apprécié nous promener dans la ville où nous avons fait de belles découvertes. Par exemple, le McDonald's de Porto n'est pas un McDo comme les autres. Avant, c'était le café impérial. En 1930, le café est devenu le McDo, mais ils ont été obligés de garder cette architecture. Nous nous sommes aussi rendus au Majestic Café, qui est réputé pour son style Art Nouveau. Porto est aussi connu pour son vin, mais en réalité, les vignes se trouvent à une centaine de kilomètres en amont de la ville. Ce vin y est produit depuis l'Antiquité déjà. Les fûts sont transportés sur des bateaux nommés des rabellos jusqu'à Vila Nova de Gaia, où se trouvent des sociétés qui s'occupent de vendre le vin. Le vin est à base de raisins. On les récolte en septembre quand ils sont bien gorgés de soleil.
On les presse et on les met dans des cuves où des champignons invisibles rongent le sucre. Ça s'appelle des levures. Le vin de Porto est différent que les autres vins, car avant que les levures aient rongé tout le sucre, ils mettent un alcool pur. Les levures s'arrêtent donc de travailler et ça forme un alcool très fort. En nous rendant au musée des grandes découvertes, on a pu voir d'autres richesses de la ville de Porto, comme un endroit où l'on peut voir des bijoux fabriqués en filigrane. C'est une technique qui consiste à fabriquer des bijoux ou des objets avec des fils d'or ou d'argent extrêmement fins. On a aussi vu plusieurs jolies trames rouges. Dans le musée des découvertes, on a encore appris plein de choses et en plus, on a pu faire un tour du monde en bateau. À Porto, nous avons eu la chance de faire une visite guidée en français. Nous avons visité une église gothique très belle, la cathédrale, la gare et la librairie. On a aussi appris que l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, a travaillé comme enseignante d'anglais à l'université de Porto au début des années 1990. Certains pensent qu'elle s'est inspirée des costumes de l'université, des escaliers de la librairie de Porto et du café Majestic pour créer l'univers d'Harry Potter. C'était vraiment génial d'apprendre tout cela puisque j'ai lu les histoires d'Harry Potter pendant ce voyage. Il faut savoir que J.K. Rowling a proposé son histoire dans 12 maisons d'édition avant que l'une d'elles accepte de la publier. Comme quoi, quand on a un rêve, cela vaut la peine de persévérer. Après ce joli séjour à Porto, il faudrait dire à grand-maman au revoir et aussi au Portugal. Nous sommes arrivés à Bilbao, une ville moderne. La ville compte environ 347 000 habitants. C'est la ville la plus importante de la communauté autonome des Pays Basques. C'est la 10e agglomération de l'Espagne. La ville comporte un stade de foot et un club nommé l'Athletic Club. Les habitants de là-bas se nomment les Bilbaïens. Un fleuve traverse la ville. Il se nomme le Nervion. Diego López V de Haro est le seigneur qui a fondé la ville pendant la guerre civile espagnole. Bilbao est une bastion républicain. Là-bas, on parle le basque. Le nom de la ville signifie le lieu de la rivière et de l'anse. Nous avons bien aimé cette ville, mais ça soufflait fort. La ville est célèbre pour un musée. Il se nomme le musée Guggenheim. À l'intérieur, il y a des œuvres de différents artistes. C'est le monument le plus célèbre de la ville, fait par l'architecte canado-américain Frank Gehry. Il a été inauguré en 1997. Nous le visitons pas, mais nous voyons l'architecture incroyable de ce monument. On se souviendra de la visite de cette ville car nous avons dû nous garer en hauteur et descendre, puis remonter 627 marches pour retrouver notre fourgon. Mais la vue en valait la peine. Le lendemain, nous avons roulé jusqu'à San Sebastián. La ville a été fondée en 1180. Nous avons eu une super météo. C'est une ville avec de l'ambiance et de beaux bâtiments. Nous avons profité de la plage, de marcher au bord de la mer et de manger nos derniers churros. Cet endroit aura été notre dernière halte en Espagne. Nous sommes ensuite arrivés en France où nous avons découvert la dune du Pilat. C'est une dune de sable qui peut se déplacer de 1 à 5 mètres par an. La dune est la plus haute dune d'Europe. Elle a une hauteur de 100 mètres environ. C'est le vent, la pluie et le gel qui ont érodé les montagnes il y a des millions d'années. Après des milliers d'années et un long voyage, ces morceaux de roche sont devenus de plus en plus fins et ont formé des grains de sable. Il a fallu 4000 ans à la dune du Pilat pour apparaître. C'est un paysage féerique et magique. C'était difficile d'escalader cette dune, mais tellement chouette de la redescendre en courant. Après avoir enlevé le sable de nos chaussures, nous nous sommes rendus à Arcachon,
Une ville calme mais charmante. On y trouve différents quartiers, dont celui d'Hiver. Il a été construit dans les années 1860, après que le chemin de fer soit prolongé jusqu'à Arcachon. Deux frères fortunés ont alors voulu attirer des touristes toute l'année. Les personnes souffrant de maladies pulmonaires y venaient aussi pour faire des cures grâce à l'air pur et aux promenades dans les pins. On trouve donc dans ce quartier un ensemble de villas éclectiques avec des allées courbes conçues pour se protéger du vent. Après 6 mois et 17 643 km sur les routes, 18 pays traversés et des milliers de souvenirs emmagasinés, l'heure du retour a sonné. Nous avons retrouvé nos brouillards hivernales, mais surtout nos proches, notre chat, nos habitudes et notre quotidien que nous apprécions aussi. Nous pouvons dire merci à la vie de nous avoir permis de faire un voyage aussi merveilleux tous ensemble. S'il fallait dire ce que j'ai préféré, j'ai 2 choses. J'ai beaucoup aimé passer tout mon temps avec ma famille, mais aussi de voir tous les animaux qu'on a vus. Moi, ce que j'ai aimé pendant ce voyage, c'est être tout ce temps avec ma famille et aussi tester toutes les places de jeu et aussi regarder le coucher de soleil. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est d'avoir les plages et voir tout le temps le soleil. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est découvrir des cultures différentes et partager de nombreux fous rires en famille. Et moi, j'ai aimé me réveiller chaque matin dans un nouveau décor, apprendre de nouvelles choses et collectionner des milliers de souvenirs ensemble.